Salut à toi, c'est Marvin. Est-ce qu'il faut acheter sa résidence principale? Des villes comme Marseille, Strasbourg, Saint-Étienne, l'achat sera beaucoup plus favorable. C'est un calcul que vous avez fait, hein? Tout à fait. Mais il n'y a pas que ça qui compte, parce qu'il faut savoir que quand on rembourse ces 1 000 € par mois ou quand on les met dans un loyer, dans un loyer, les 1 000 € par mois sont perdus, alors que quand on rembourse une mensualité de 1 000 € par mois, il y a 750 € qui vont de côté. D'après la télé, il faut croire que oui. Dans cette vidéo, je vais te montrer que c'est une erreur qui coûte cher. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais aborder des aspects bancaires qui sont peu connus du grand public et qui vont te permettre d'investir dans l'immobilier dans les meilleures conditions. Souvent j'entends oui mais si j'achète ma résidence principale, plus tard je peux la revendre et je crée une plus-value et donc je gagne de l'argent. Donc ça veut dire que la résidence principale, quelque part, on peut gagner de l'argent. Je vais te démontrer que dans 95% des cas, c'est faux. C'est complètement faux. Et c'est complètement faux parce que, je vais te l'expliquer avec un tableau. Il faut, pour que tu comprennes pourquoi c'est faux, il faut que tu comprennes un peu comment marche le cycle de l'immobilier. Le cycle de l'immobilier, il marche, c'est un cycle avec des hauts et des bas sur une période d'à peu près 10 ans. Donc imaginons ici on a la valeur du bien. Valeur du bien, ici on a le temps. Bon, j'écris comme un chat, hein, c'est pas grave. Et donc le cycle de l'immobilier, il fait comme ça. Il monte, il descend, il monte et il descend. Et donc, lorsqu'on a un cycle qui monte et un cycle qui descend, on a à peu près ici une période de 10 ans. Pareil, une période de 10 ans. Les cycles sont très longs dans l'immobilier. Tac, 10 ans. Etc., etc. Donc admettons tu achètes ta résidence principale, imaginons tu l'achètes, imaginons tu fais un achat, allez hop, tu fais un achat à 100K, allez, à 100 000 €, et tu fais une revente à 200 000 €. Ce qui fait que tu as créé une plus-value, logiquement si tu restes dans cette logique, tu crées une plus-value de 100K. Donc si tu crées une plus-value de 100K, ça veut dire que tu as acheté à un moment où le marché était bas et que le marché a monté et que tu l'as revendu. Un peu comme si tu avais acheté à Paris il y a 5 ans, ou il y a 10 ans ou autre et que tu as revendu aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui se passe? Imaginons, tu l'as acheté à 100K, donc ça va être par là à peu près. On va prendre cet exemple. Et tu l'as revendu par là. Donc si on reporte ici la valeur du bien, tu l'as acheté à 100K. Et tu l'as revendu plus tard à 200K. Et on va dire qu'entre les deux, il s'est passé une période de 10 ans. Tu l'as revendu 10 ans plus tard. Sauf que ça ne tient pas à la route parce que lorsque tu vas revendre ta résidence principale, il faut bien que tu te loges quelque part. Et si tu revends ta résidence principale et qu'elle fait par exemple 150 mètres carrés, imaginons tu l'as revendu ici 200K. Ta résidence principale, elle faisait 150 mètres carrés. Pour que tu puisses racheter une maison à 150 mètres carrés, elles seront toutes au même prix. Elles seront au même prix. Ça correspondra au prix de 150 mètres carrés. Toutes les maisons qui ont été revendues avec une plus-value, elles vendront toutes 150 mètres carrés. Donc la seule manière de pouvoir gagner de l'argent, si jamais tu veux faire une plus-value avec ta résidence principale, c'est-à-dire que tu revends ta maison et qu'après tu rachètes une maison plus petite. Et là, oui, je suis d'accord, Et là, je suis d'accord, ça marche, tu crées une plus-value. Mais dans les 95% des cas, tu restes dans ton confort. Les gens sont habitués à leur confort. Et puis, si tu as des enfants ou autre, c'est sûr que ça ne marche pas, une stratégie comme celle-là. Il y a un argument, il faut absolument qu'on parle. C'est lorsqu'on dit, ouais, j'ai fait 100 000 € de plus-value. J'ai fait 100 000 € de plus-value, pour rester dans notre exemple. Sur ces 100 000 € de plus-value, il y a plein de choses qui ne sont pas prises en compte. C'est-à-dire qu'il y a des travaux qui ont été faits. Souvent, si tu crées une plus-value, c'est que tu as fait des travaux. Et sur ces travaux, tu ne réfléchis pas de la même façon quand c'est une résidence principale que quand c'est un investissement. Quand c'est un investissement, tu réfléchis rentabilité. Tu fais en sorte de gagner de l'argent dans les actions que tu fais. Je te donne un exemple tout bête. Imaginons, tu veux refaire, je sais pas, je te donne un exemple tout bête. Tu veux refaire les murs, tu veux refaire les peintures des murs. Et tu as le choix entre une peinture à 50 € le mètre carré et une peinture à 100 € le mètre carré. Et tu te dis, putain, cette peinture elle est belle, je veux mettre ça, ça me correspond à mes goûts, je vais mettre ça. Mais sauf que quand on va te racheter ta maison, on va pas t'acheter ta maison en prenant en compte les 100 € de peinture que tu as mis.
Et au lieu de... Tu aurais mis 50 € de peinture, tu aurais eu la même plus-value entre les deux. Donc les 50 € de différence, tu vas pas pouvoir les récupérer. Et encore, je te prends un exemple juste tout bête comme ça sur la peinture. Mais ça peut être sur n'importe quoi des travaux. Ça peut être sur n'importe quelle petite chose que tu fais dans ta maison parce que tu veux que ça soit que tu aies un bon confort et c'est normal, ça se comprend. Et rien que pour toutes ces raisons-là, toute ta plus-value, elle se fait grignoter. Et ça, c'est pas pris en compte. D'autre part, il y a quelque chose que j'aimerais rajouter. Il y a des gens qui se disent « Ouais, je vais acheter, ça va prendre de la valeur, je vais revendre. » C'est très difficile de pouvoir prévoir le marché. Il y a très peu de personnes, et même certains experts, qui n'arrivent pas à prévoir le marché. Et en plus, le marché, ça marche par localité. Par exemple, imagine, tu as acheté ta maison ici. Tu ne peux pas vraiment savoir si tu l'as acheté sur ce cycle-là. Parce que ça, peut-être que ça sera un cycle général dans la France, mais peut-être que toi, dans ta ville, je te prends l'exemple par exemple de Paris qui est un micro-marché, ou Bordeaux, tu ne sais pas où est-ce que tu en es. Ici, il faut, pareil, tu l'achètes ici. Si tu l'achètes ici, du coup, ta valeur, elle va diminuer. Donc, quand tu vas la revendre, tu vas perdre de l'argent. Donc, quelque part, tu peux pas le savoir. Et les seules personnes qui peuvent faire ça, ce sont des spéculateurs. Et si tu es un spéculateur, je te conseille de ne pas spéculer avec ta résidence principale. Parce que les spéculateurs ne spéculent pas avec leur résidence principale. Pour en côtoyer certains, ce sont des méthodes assez poussées. Et si tu veux, je pourrais faire une vidéo là-dessus, sur plein de méthodes. Par exemple, pour la valeur d'un bien. Il y a plein de méthodes différentes pour trouver la valeur d'un bien. Il y a la méthode par comparaison, la méthode hédoniste, etc. Bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais si tu veux que je fasse une vidéo là-dessus, tu me le dis dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Mais juste pour te faire comprendre que pour pouvoir connaître le marché de façon précise, c'est vraiment pas évident et moi je te conseille pas de faire de la spéculation. Donc rien que pour cette raison-là, je ne te conseille pas la résidence principale. Vous remboursez 750 € de capital que la banque vous rendra dans tous les cas, sauf si l'immobilier se crache. C'est un petit peu de l'épargne forcée. Hein. Exactement, c'est l'épargne contrainte. Et du coup, finalement, en achetant, on met de l'argent de côté. C'est un peu compliqué à comprendre pour les locataires, mais il y a vraiment cet intérêt-là à prendre en compte aussi. Enfin, l'autre argument dont j'aimerais te parler, c'est le taux d'endettement. Alors, il faut imaginer que l'argent marche comme un flux d'énergie qui rentre et qui sort. On va dire qu'ici, c'est là où ça rentre et ça sort, c'est comme un système. Et quand par exemple, tu reçois, que tu as tes revenus, que tu as ton salaire, imaginons ici cette flèche qui symbolise le fait que tu reçois des revenus. Que tu sois entrepreneur ou salarié, bref, on ne va pas faire la distinction, on va dire que c'est des revenus, d'accord ? Donc cette flèche qui rentre, ça veut dire que tu as de l'argent qui rentre dans ton compte bancaire. Cet argent-là, tu as des dépenses et de l'investissement ou de l'épargne. Ensuite, tu as plusieurs dépenses comme par exemple, je sais pas, les sorties, les frais fixes comme la nourriture ou autre. Tu as par exemple quoi, tu as la voiture, l'essence, je sais pas, tu peux avoir le transport, etc. etc. Bon, je vais marquer autre, sinon on va pas s'en sortir. Tac, tac, tac. Autre, ok. Donc en fait, le schéma, le flux monétaire, il marche comme ça. Tu as des revenus et tu as des dépenses et des investissements et des épargnes, mais on va pas en parler. Bon, si jamais tu es dans le cas où tu as acheté ta résidence principale, comment ça se passe? Tu fais un crédit dans une banque, donc là ça va être la banque, tac, et tu vas devoir payer des mensualités d'un crédit. Donc ça veut dire que tu as une flèche ici, tac, je sors de l'argent chaque mois, et ça c'est mes mensualités de crédit. On va le marquer, sinon on va pas se repérer. Mensualité crédit. Mensualité du crédit. Donc tu as de l'argent qui sort chaque mois et tu fais tes mensualités. Là, dans ce cas-là, il faut bien comprendre comment marche le taux d'endettement. Donc comment ça marche? Tu vas à la banque, tu vas demander un crédit pour acheter ta résidence principale, elle va regarder ton taux d'endettement, vu que tu n'as jamais emprunté, elle se dit, bon, il est à 0%. Tu vas acheter ta résidence principale, et lorsque tu auras acheté ta résidence principale, généralement tu veux ce qu'il y a de mieux pour toi, la plupart du temps, sauf si vraiment tu as de gros revenus, mais ce qui va se passer, c'est que cette flèche-là, elle va te faire monter jusqu'à un certain taux d'endettement. Okay? Et si jamais tu arrives à 33% d'endettement, ben là, ce qui se passe, c'est que tu es bloqué. Tu es bloqué dans le sens où tu ne peux plus emprunter à la banque. Tu ne peux plus développer ton patrimoine dans l'immobilier. La seule façon d'augmenter ton patrimoine dans l'immobilier, c'est d'avoir une flèche, la flèche des revenus qui augmente. Et en fait, du coup, tu es complètement bloqué. Et c'est la raison pour laquelle c'est pas intéressant d'acheter ta résidence principale. Maintenant, prenons le cas où tu n'as pas acheté ta résidence principale et tu décides d'investir à côté et de louer ton propre appartement pour vivre. Donc, si jamais c'est le cas, ici, donc on va modéliser l'appartement. Tu as acheté ton appartement et tu reçois des loyers dans ton système, ici.
tu reçois des loyers. Et alors, comment ça marche avec le taux d'endettement? Comme tout à l'heure, tu es arrivé dans la banque, tu es arrivé étape 1, je vais faire mon crédit, je m'endette pour pouvoir acheter l'appartement, donc j'ai ma flèche qui monte, tac, limite 33%, et en fait, tu reçois de l'argent dans ton système, donc elle contrebalance, si tu veux, cette mensualité. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc l'idée, c'est que quand tu reçois des loyers, ça annule les mensualités du crédit. Ça, c'est un petit peu le but. Ça veut dire que ton bien, il s'autofinance, tout simplement. Et donc, ça veut dire que tu restes à 0% d'endettement, ce qui te permet d'investir à côté. Il y a même des bons investisseurs qui arrivent à ce que la flèche ici ne s'arrête pas à 0%, mais qu'elle diminue. C'est-à-dire que tu crées ce qu'on appelle de l'excédent de trésorerie, des bénéfices, ou du cash flow pour ceux qui connaissent. Donc ça se traduit comment? C'est-à-dire qu'une fois que tu as payé les loyers, une fois que tu as payé les impôts, les charges, etc., en recevant le loyer de ton locataire, une fois que tu as complètement tout payé, il te reste des bénéfices. Ce qui fait que, cette flèche-là, ça devient un revenu. Donc cette flèche-là, elle se rajoute ici, elle se rajoute dans ton système. Moi, c'est ce que j'appelle la fuck you money. J'appelle ça la fuck you money parce que c'est des revenus complémentaires et tu peux faire ce que tu veux avec. Tu as plusieurs choix. Soit tu décides de continuer à investir, soit tu te décides, moi je le garde pour faire des revenus complémentaires et puis ça me suffit. Ou soit, c'est un peu le but de cette chaîne, c'est de les investir dans la finance afin d'avoir une progression exponentielle dans le patrimoine où tu peux t'en servir pour réemprunter dans l'immobilier. Imaginons tu réempruntes dans l'immobilier, donc ça c'est un peu comme le cas du plombier qu'on a fait dans la première vidéo. Lui en fait ce qu'il avait c'est qu'il avait plusieurs flèches, il avait acheté plusieurs appartements et donc il avait créé plusieurs fuck you money, plusieurs cash flows si tu veux. Et donc grâce à tous ces cash flows, il a pu remplacer son salaire de plombier. Et là j'en vois venir en me disant mais Marvin, si j'achète pas ma résidence principale, ici je vais avoir une dépense qui va être les loyers. Pour vivre, il faut bien que je vive quelque part, je vais pas dormir sous les ponts. Ouais, tu as complètement raison. Tu as complètement raison, sauf qu'il y a une donnée que tu ne prends pas en compte quand tu fais ça, c'est que la flèche bleue, elle correspond à un bien immobilier. Et la flèche bleue ici, elle correspond également au même bien immobilier sur lequel tu as fait un crédit. Donc, elle se compense. Si tu veux, le taux d'endettement, il est en fonction de ce que tu as emprunté dans la banque. Il n'est pas en fonction des dépenses que tu fais. Pardon. Il est en fonction des dépenses, tu auras un certain scoring bancaire, ce qu'on appelle un scoring, ça veut dire la banque elle te met une note en mode lui il peut emprunter à temps, etc. Il y aura un scoring bancaire, mais ça a beaucoup moins d'influence que d'avoir un loyer qui rentre. Non vraiment, si jamais tu te poses la question au niveau des dépenses de loyer, ça sera considéré comme une dépense. La banque, son but c'est de gagner de l'argent, donc si elle peut te prêter, elle te prête. Mais si tu as déjà fait un crédit, là, c'est un peu plus compliqué parce qu'elle a déjà pris des risques. Ce qui est important de comprendre, là où tu dois comprendre comment ça marche, c'est le risque de la banque. La banque, c'est simplement un gestionnaire de risque. Et donc, elle prend moins de risques avec quelqu'un qui s'autofinance, qui peut acheter des appartements à côté, ok, mais qui s'autofinance et qui crée de la fuck you money, ce qu'on appelle, mais que quelqu'un qui achète juste sa résidence principale, qui arrive à 33%, elle prendra beaucoup plus de risques de le faire emprunter à côté parce que la personne qui a acheté sa résidence principale, elle n'a pas de revenus qui proviennent d'à côté, quoi. Il y a un autre aspect dont j'aimerais parler, c'est la qualité de vie. Il faut que tu saches que, imaginons que tu achètes ta résidence principale, tu as une mensualité de 800 € pour rembourser à la banque avec ton crédit. À loyer égal, tu auras un bien meilleur bien immobilier si tu as 800 € que si tu as 800 € où tu as acheté ta résidence principale. Et ça s'explique de façon très simple. Ça provient de la rentabilité. La rentabilité, c'est comme à la banque, quand tu laisses ton argent dans une banque et dans un compte, il a 1%. Ça veut dire que sur cet argent que tu as placé, chaque année, on te donne 1%. L'immobilier, c'est la même chose, tu as de la rentabilité. Il faut que tu saches que la rentabilité moyenne sur le marché, elle est à 3-4% à peu près. En moyenne, vraiment en moyenne. Et sur ta résidence principale, elle est nulle parce que tu ne gagnes pas d'argent ou même négatif. Et si jamais tu as fait une plus-value, ok, tu en auras peut-être une plus, mais tu resteras à peu près dans les marchés. En fait, quand tu investis, quand tu es un investisseur, et plus particulièrement quand tu es un bon investisseur qui regarde cette chaîne YouTube, donc la rentabilité d'un investisseur, il faut que tu saches qu'elle est supérieure. Moi, je conseille vraiment en dessous de 8% net après impôt, c'est même pas la peine d'investir, quoi. Tu es au-dessus de 8%.
Donc en fait, la technique quand tu veux investir et être locataire, c'est que lorsque tu es locataire, investisseur, tu vas chercher à louer, à vivre dans des biens qui ne sont pas du tout rentables. Pourquoi? Parce que tu auras, par rapport au loyer, tu vas avoir un bien qui sera beaucoup plus grand, beaucoup plus quali, etc. Et quand tu investis, ce que tu cherches, c'est d'avoir la rentabilité la plus haute possible. C'est d'augmenter le plus possible ta rentabilité. Donc il faut vraiment séparer les deux mondes. Ce sont deux mondes différents. Soit tu loues pour ta résidence principale et après tu investis à côté. Ce ne sont pas les mêmes types de réflexion. Et c'est ce que je vais t'apprendre dans cette chaîne YouTube justement. Alors il faut bien comprendre un autre aspect aussi, c'est que tout à l'heure j'avais fait le marché, le marché, je disais qu'il faisait comme ça. Eh ben, pour les valeurs des biens, eh ben, pour la location, c'est à peu près pareil, sauf que c'est un petit peu décalé et les variations sont moins importantes. Donc imaginons là, ça augmente, là, le loyer va faire comme ça, tac, 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 à peu près. Ils ne sont pas vraiment corrélés complètement, il y a un petit décalage, enfin bref. Mais tu vois que les variations sont beaucoup moins importantes, ce qui te permet, en restant locataire, de pouvoir vraiment varier et de pouvoir négocier à la hausse, à la baisse avec c'est un marché qui est stable, c'est ça que je veux dire. C'est que tes loyers, tu peux les négocier avec tes propriétaires. Tu vois un loyer qui est un peu moins important, tac, tu changes, tu as un loyer moins important, tu cours après une rentabilité un peu moins et ensuite tu investis de l'autre côté avec une rentabilité plus élevée, etc. etc. Bon, ça c'est vraiment pour les plus motivés. Mais bon, ça c'est un argument en plus. Pour conclure, c'est beaucoup plus facile d'investir d'abord dans plusieurs appartements et après d'acheter ta résidence principale plutôt que d'acheter ta résidence principale et vouloir investir juste après, comme on a vu avec le taux d'endettement, tu vas être bloqué avec les banques. Ensuite, si jamais tu veux augmenter ton patrimoine, que ce soit de façon exponentielle ou pas, ça reste quand même un frein d'acheter ta résidence principale. Il y a un argument également dont j'aimerais parler, c'est, j'entends souvent des fois, ouais mais quand j'achète ma résidence principale, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Ouais, mais ben écoute, arrête de payer la taxe foncière, tu vas voir si tu vas rester longtemps chez toi. Bref, tout ça pour dire que, en règle générale, pour un investisseur, c'est pas du tout intéressant d'acheter sa résidence principale. Je tiens quand même à mettre un petit bémol, une petite exception, à ceux, par exemple, qui ont vraiment cette stratégie dans leur tête, c'est-à-dire qu'ils achètent leur résidence principale, généralement ils achètent des épaves, ils refont tout et ils revendent. Alors ça marche à la seule condition que, comme on a vu la variation du marché, il faut que tu le fasses très rapidement. Il ne faut pas que tu attendes un cycle de marché. C'est-à-dire que, au final, tu t'achètes et tu revends au bout de 2 ans, 3 ans. Et finalement, tu vas vivre dans les travaux et ça reste un choix de vie de chacun. Et c'est une stratégie qui marche vraiment beaucoup parce que lorsque tu vas revendre, tu ne seras pas taxé sur la plus-value. Hein, c'est une niche fiscale encore en France. Mais même si tu as cette niche fiscale, comme on a vu, écoute, si tu ne revends pas assez rapidement, tu peux perdre de l'argent. Si tu veux que je fasse une étude de cas chiffrée entre une personne qui achète sa résidence principale et une qui ne l'achète pas sur 20 ans, comme on a fait un petit peu entre le plombier et le docteur, si tu veux que je fasse une étude de cas précise et chiffrée, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires, je me ferai un ravi de la faire cette vidéo. Et garde bien en tête que si tu investis à côté avec la stratégie dont on va te parler dans la chaîne YouTube, le but de cette chaîne c'est dans l'immobilier de créer de la fuck you money. Cette fuck you money, elle est vraiment importante parce que elle te permet de choisir, elle te donne le choix. J'ai le choix de soit continuer à investir ou soit de continuer dans la finance, etc. Si tu veux augmenter En fait, la méthode de la combinaison entre l'immobilier et la finance, c'est justement d'un côté d'investir de la finance et de l'autre, avec la fuck you money de l'immobilier, tu réinjectes dans la finance, ce qui te crée des intérêts composés. Et ça, on va en parler un peu plus, c'est un sujet qui sera abordé sur une autre vidéo. C'est vraiment intéressant et tu vas voir vraiment le patrimoine comme il augmente de façon exponentielle. N'hésite pas à t'abonner pour nous soutenir. C'était Marvin. Ciao, ciao.